Le Fonds qatari pour le développement décide de faire don de plus de 14 milliards de francs CFA au Mali pour soutenir le secteur de l'éducation. La nouvelle est tombée à l'issue de la séance de travail entre le Premier ministre et ses responsables. D'autres promesses ont été également faites au chef du gouvernement à travers sa série d'audiences avec des personnalités qataries et autres investisseurs. Nous parlerons de l'enseignement du soir ou les cours d'alphabétisation, un enseignement qui ne connaît ni âge ni situation sociale. Son objectif principal est de permettre à ceux-là comme une seconde chance à lire et à écrire pour leur propre épanouissement. Dans ce 20h, Aliou Abdoulaye Touré nous présente ses apprenants de la nuit. Comment associer la littérature et le territoire? La rentrée littéraire du mois de mai prochain se penchera sur la problématique. En attendant, l'écrivain Ibrahim Aya décortique pour nous le thème de la 4e édition qui a justement trait à cette interrogation. Alpha Maïga et Idrissa Traoré sont allés à sa rencontre. Dimanche 20h, bonsoir et bienvenue aux informations. Direction Doha au Qatar où le Premier ministre poursuit sa visite de travail et d'amitié. Ce dimanche, il a eu des séances de travail avec le Fonds qatari pour le développement et le ministre qatarien du Travail. Séance de travail fructueuse car le Fonds qatari a décidé de faire un don de plus de 14 milliards de francs CFA au Mali pour soutenir le secteur de l'éducation. Quant au ministre du Travail, il a donné l'engagement que son pays signera très bientôt une convention pour permettre aux jeunes de travailler librement au Qatar. Le Premier ministre, qui s'est réjoui de ces annonces, a indiqué que les dispositions rapides seront prises pour les matérialiser. Des séances de travail suivies par nos envoyés spéciaux Sidiki Dambélé, Adama Kamara. 24 millions de dollars, soit environ 15 milliards de francs CFA. C'est l'enveloppe non remboursable que le Fonds qatari pour le développement met à la disposition du Mali pour soutenir le secteur de l'éducation. Et ce n'est pas tout. D'autres secteurs prioritaires seront soutenus par les autorités qataries. Son Excellence nous a expliqué les besoins des investissements au Mali. Bien sûr, nous sommes toujours prêts. Et puis, entre le Mali et nous, il y a des projets qui sont en cours, qui concernent le domaine de l'enseignement, de l'éducation. Le Fonds qatarien s'intéresse à l'enseignement, à la santé, au progrès, au développement économique et tous les sujets qui concernent la progression humaine. Et puis les aides à l'étranger, les aides qatariennes à l'étranger, bien sûr. Tout ça, ça revient au Fonds qatarien du développement. Institution publique, le Fonds qatari pour le développement entend ainsi donner une nouvelle impulsion à sa coopération avec le Mali à travers notamment des prêts, des subventions et une assistance technique. Le Premier ministre ne pouvait pas s'attendre à mieux. J'ai insisté particulièrement sur les questions d'investissement dans le développement, de l'agriculture, de l'élevage, des routes, de l'énergie, des mines, des infrastructures routières, de l'emploi de la jeunesse, de la transformation des produits nationaux, mais aussi dans le domaine de l'éducation. Et naturellement, on ne peut pas oublier l'action humanitaire avec la situation que vit notre pays, où nous avons des réfugiés, une partie de la population qui est démunie, les handicapés. Donc c'est l'ensemble des préoccupations des différentes couches de notre population qui ont été mises sur la table. Il y a ensuite les investissements dans le domaine de l'éducation. Dans l'immédiat, il y a 24 millions de dollars qui sont disponibles. Et là, dès notre retour, je crois que les dispositions seront prises. Plus d'autres secteurs stratégiques sur lesquels compte rendu sera fait à qui de droit afin que l'État malien puisse préparer un paquet de dossiers pour aller vers la coopération avec ce pays frère. Le même exercice en réalité est fait en direction de tous les pays amis aujourd'hui parce que nous avons besoin aujourd'hui plus que jamais de diversifier nos partenaires dans tous les domaines, la défense, l'économie, la diplomatie. Et je pense que ce travail est en train de se faire avec l'appui de tout le monde, mais surtout le chef de l'État
dont j'ai adressé l'invitation à l'émir, qui a dit qu'il souhaite que le chef de l'État du Mali vienne au Qatar parce qu'il a fait déjà un déplacement au Mali il y a quelques années. Donc il attend un déplacement retour du chef de l'État malien. Autre bonne nouvelle, cette fois-ci avec les ministres qataris du Travail, c'est l'organisation d'un grand forum Qatar-Mali pour passer en revue toutes les possibilités d'investissement. Le Qatar est également prêt à accorder des facilités aux jeunes Maliens qui veulent travailler ici. Assurance a été donnée par le Premier ministre que les équipes techniques des deux pays vont finaliser rapidement un accord dans ce sens. Nous avons surtout parlé de l'emploi des jeunes. Nous avons indiqué que l'un des soucis des autorités de la transition, notamment du président de la transition, c'est de donner du travail aux jeunes pour renforcer l'espoir et la confiance dans la transition. Nous avons donc retenu que très rapidement, des équipes techniques vont se mettre au travail pour finaliser la convention qu'il y a entre nos deux pays, de manière à pouvoir fixer des quotas de Maliens qui pourront venir travailler régulièrement et légalement au Qatar. Généralement, ça concerne les jeunes de 18 à 35 ans, soit qui ont abandonné l'école, soit qui n'ont pas été à l'école mais qui connaissent des métiers, soit qui viennent du monde rural qui peuvent exercer des métiers, mais c'est surtout la jeunesse. Nous avons aussi des jeunes Maliens qui sont déjà là, qui sont entre 200 et 300. J'ai plaidé aussi pour la régularisation de leur situation, en plus des jeunes Maliens qui viendront lorsque la convention sera signée. Je pense que c'est une mission importante que le président nous a confiée, qui vient d'être accomplie. Le Premier ministre n'a pas manqué de saluer la dynamique de coopération entre nos deux pays. Le Mali, pour rappel, a été l'un des rares pays à soutenir le Qatar au moment où il était sous embargo économique et diplomatique. Cet engagement qatari en faveur du Mali sonne donc comme un retour d'ascenseur. Retour Sidiki Dambélé sur l'agenda du Premier ministre. Hier, il a accordé une série d'audiences à des personnalités qataries et autres investisseurs sur la situation socio-économique et sécuritaire du Mali. Il s'agit du ministre qatarien des Finances, du PDG de la Royal Mining Resources, de l'ambassadeur centrafricain à Doha et d'un candidat tunisien au prix Nobel de littérature. On fait le point de ces audiences avec nos envoyés spéciaux. Dans les coulisses du forum de Doha, le Premier ministre multiplie les rencontres avec les personnalités politiques, investisseurs et autres partenaires pour plaider la cause du Mali et des Maliens. Parmi ces personnalités, les ministres qatariens des Finances, avec qui le Premier ministre a évoqué la situation socio-politique, sécuritaire et la vision de la transition malienne. Nous avons insisté et rappelé à nos frères qatariens que notre pays se trouve aujourd'hui sous embargo, exactement comme ils l'ont été il y a quelques années, en rappelant à bon escient que eux, plus que quiconque, doivent sentir aujourd'hui le besoin que le Mali a de diversifier ses partenaires. Nous avons décidé souverainement de diversifier notre partenariat sur le plan politique, sur le plan militaire, sur le plan économique, sur le plan financier. Et à ce titre, j'ai invité les autorités qatariennes, les hommes d'affaires du Qatar, l'État du Qatar, à rentrer en discussion avec notre gouvernement, avec notre secteur privé, pour que nous puissions déterminer ensemble les secteurs de coopération stratégique, les secteurs d'appui financier, pour que la coopération entre nos deux pays puisse prospérer sur plusieurs années. Le ministre qatarien des Finances n'a pas caché l'intérêt de son pays à fructifier davantage la coopération bilatérale dans une dynamique de diversification de l'économie. Le Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, apprécie. Nous avons convenu que nous allons initier
des journées économiques entre le Qatar et le Mali, où nous allons exposer chacun ses préoccupations, ses potentialités, ses intérêts et voir en quoi, dans quel domaine, pour combien de temps, dans quelles conditions nous pourrons travailler. Quand je dis nous, l'État et le secteur privé malien et qatari. Nous avons aussi naturellement parlé des questions des relations financières entre nos deux gouvernements. Le travail nécessaire sera fait par les ministères appropriés et compte rendu détaillé sera fait au chef de l'État pour disposition à prendre. Parmi les investisseurs qui s'intéressent déjà au Mali, il y a la Royal Mining Resources. Son patron a informé le Premier ministre de son intention d'ouvrir une filiale au Mali pour raffiner de l'or. New dawn is rising for the country of Mali. Il a dit que vraiment il a fait une bonne rencontre avec le Premier ministre et c'était très bien. Ils ont parlé de l'avenir du Mali aussi et il souhaite que la difficulté actuellement qui est sur le Mali puisse passer bien. Il dit qu'ils ont été vraiment, il a été invité pour faire le raffinerie au Mali, de haut standing. Donc ils vont venir rencontrer le ministre des Mines et le ministre des Finances pour essayer de voir et exploiter cette opportunité pour le Mali. Donc ils seront très heureux de venir ici au Mali et faire ce qu'ils peuvent faire. Autre personnalité reçue par le Premier ministre, l'ambassadeur de la République centrafricaine à Doha, au Qatar. Vous savez que le Mali et la Centrafrique traversent plus ou moins les mêmes problèmes. On a eu une crise qui a commencé depuis 2013-2014 et c'est plus ou moins pendant la même période que le Mali aussi a eu ses problèmes. Dernière personnalité rencontrée samedi dans la soirée par le Premier ministre, c'est le tout jeune ambassadeur de l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences, Amir Feri. J'ai évoqué avec son Excellence le Premier ministre de la République du Mali mon projet de visiter Bamako, mon projet de visiter le Mali, de découvrir la jeunesse africaine, la jeunesse malienne. Je me suis rendu moi-même dans beaucoup de pays de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique subsaharienne. Mais je pense que le Mali a une histoire très particulière parce que c'est un pays aujourd'hui qui connaît la transition, qui a connu beaucoup de défis. Mais je vois comment, en fait, vous tenez bon, vous êtes une jeunesse dont je suis personnellement très fier, très honoré, et que d'être reçu par son Excellence le Premier ministre de la République du Mali. Toutes ces personnalités ont manifesté leur soutien aux autorités de la transition et ont promis de s'investir pour le développement du Mali. Ici au Mali, matérialisation de la bonne santé des relations qui lient nos deux pays. Ce sont ces deux infrastructures religieuses inaugurées à Koulikoro. La première est un centre de formation islamique situé à côté de la zone industrielle et le second est la grande mosquée de Koulikoro, sise à Koulikoro-Bah. Les deux joyaux sont financés par l'État du Qatar à travers son ministère des dotations et des affaires islamiques à plus de 400 millions de francs CFA. Djemba Moussa Kounati, correspondance. Bâti sur 1 hectare, le centre de formation islamique de Koulikoro est composé de 12 salles de classe, d'une direction, d'un château d'eau et d'un logement pour le gardien. Autre infrastructure inaugurée, la grande mosquée, un bâtiment R+1 qui comprend une morgue, une chambre froide et des toilettes. Ces réalisations ont été financées par l'État du Qatar, qui veut ainsi aider les autorités de la transition dans la lutte contre l'extrémisme religieux et le terrorisme. Ces deux projets rentrent dans le cadre du renforcement des liens de relations entre les deux pays, le Mali et le Qatar. Pour les Tout-Puissants-là, à ce que les peuples de Koulikoro puissent bénéficier de ces deux joyaux, que ce soit dans le centre ici et la mosquée aussi. Ces réalisations viennent ainsi renforcer les relations de coopération bilatérale entre le Mali et le Qatar, une initiative saluée par les deux membres du gouvernement présents à la cérémonie d'inauguration. Monsieur l'ambassadeur du Qatar, nous remercions votre pays à travers tout ce qu'il fait pour notre pays, de la charité, de l'humanité. Tout ce que vous faites pour notre pays, nous serons toujours reconnaissants envers vous, car ce n'est pas la première et ce ne sera pas la dernière. Le Mali et le Qatar entretiennent depuis plusieurs décennies de solides relations d'amitié basées sur notre appartenance commune à la nation. Il nous revient de conjuguer nos efforts pour renforcer nos liens de coopération
en vue de lutter efficacement contre le terrorisme et les flots qui menacent dangereusement la paix et la sécurité mondiale. Auparavant, les partenaires ainsi que les autorités présentes à la cérémonie avaient remercié et félicité l'ancien président de l'Assemblée nationale, l'honorable Issaka Sidibé, pour sa contribution à la réussite de ces projets de développement. Rappelons que les infrastructures sont financées par l'État du Qatar à plus de 400 millions de francs CFA. À Bamako, Mémorial Modibo Keïta, célébration du 26 mars par les membres de l'Association pour la promotion de la paix, de l'éducation, de la sécurité, de la santé et de l'environnement. Le thème portait sur les sanctions de la CEDEAO. Quel impact sur les femmes? Barakissa Ouattara nous en parle. Lieu historique, date historique. Pour parler des sanctions imposées, l'Association pour la promotion de la paix, de l'éducation, de la sécurité, de la santé et de l'environnement APS fait bloc derrière le gouvernement pour sortir de cette ornière. À travers cette conférence débat, l'association tente ainsi de traduire ces sanctions en opportunités pour les femmes. Ce thème est une incitation à cultiver la résilience, la responsabilité, le dévouement et l'esprit de solidarité afin de jouer toute sa partition en contribuant à la stabilité et à la construction citoyenne en cette période que le Mali traverse. Ce contexte marqué par la pandémie mondiale de Covid-19 et par les sanctions de la CEDEAO impacte et fragilise les populations, particulièrement les femmes dans tous les secteurs. Des sanctions décriées depuis le haut sommet de l'État. Le Premier ministre, à travers son représentant, soutient cette initiative et demande aux femmes de l'APS de rester soudées et confiantes pour relever les défis. Plus de 2 mois, nous avons constaté la grande résilience de tous les Maliens, notamment des femmes. Les femmes maliennes qui sont à côté des hommes ont tout le temps été des femmes de qualité exceptionnelle vis-à-vis de ces sanctions. Et elles continuent de le prouver pour retrouver l'honneur, le respect, la dignité du peuple malien. Cette conférence débat organisée par l'APS démontre une fois de plus l'apport des femmes à chaque fois que le pays est en difficulté. 1360 km à pied, les marcheurs sénégalais panafricanistes qui ont quitté Dakar le 17 février sont arrivés à Bamako, comme vous le voyez sous ces images. Ils ont été accueillis par le maire de la commune 3 ce dimanche après-midi. Ces jeunes activistes convaincus sont venus soutenir le peuple du Mali, sa population, suite aux sanctions imposées par la CEDEAO et l'UEMOA. Ils se disent honorés par l'hospitalité malienne. De Dibouli à Bamako, ils ont été salués par les populations. Ils remettront officiellement le drapeau du Mali aux autorités de la transition ce mardi. Et ça sera sur le boulevard de l'Indépendance. Les marcheurs panafricanistes arrivés donc à Bamako. Soutien total aux autorités de la transition, mais surtout à son armée qui multiplie les actions de sécurisation du territoire. Nous allons à présent suivre le chef d'état-major de l'armée de l'air, le général de brigade Alobo Idjara, vient de boucler une visite de terrain à Mopti. Oumar Maïga, Suleiman Tebsouké, avec le concours de la DIRPA, nous font le point. Après les régions de Gao et Tombouctou, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le général de brigade Alobo Idjara et sa délégation se sont rendus à Mopti, à la région aérienne numéro 2 de Sévaré. Les échanges ont porté sur les avancées et les difficultés des soldats de l'air. Le but de cette visite est de venir rencontrer les aviateurs, les autorités militaires, les autorités administratives de la région de Mopti en particulier, mais aussi de toutes les régions du Mali où sont déployées les forces aériennes, pour rapprocher, montrer le souci du commandement pour les hommes. Nous, aviateurs, nous apportons un appui aux forces engagées sur le terrain pour leur permettre d'accomplir leur mission dans des conditions plus favorables et pour leur permettre de prendre le dessus et de reprendre l'initiative sur l'ennemi et au final de mieux contribuer à la sécurisation et à la stabilité de notre pays. Donc l'appui aérien est décisif et important, mais nous n'évoluons pas seuls, nous sommes pleinement intégrés au sein de la manœuvre interarmée avec nos camarades des autres forces
notamment des forces terrestres. L'apport des éléments de l'armée de l'air à travers l'appui aérien aux troupes au sol a permis aux FAMA d'engager des résultats probants sur le terrain et fortifier la montée en puissance des forces armées maliennes dans la lutte contre le terrorisme. Il s'agit de renforcer la cohésion au sein de nos forces, la solidarité, l'unité, l'unicité dans le commandement, mais aussi il s'agit de renforcer la cohésion nationale. Les forces armées maliennes unies se battent pour sécuriser nos braves populations qui ont trop longtemps souffert de la barbarie, de l'obscurantisme. Et ces valeurs que portent les forces armées maliennes doivent également être celles de tout le peuple malien, parce que c'est seulement dans l'unité, dans la cohésion, dans la solidarité que nous vaincrons et que nous allons remettre notre pays sur les rails du développement avec une stabilité et une sécurité retrouvées. La visite de courtoisie aux autorités administratives, au COM-Théâtre, au COM-Secteur et l'hommage aux victimes civiles et militaires ont été les temps forts de la visite du chef d'état-major de l'armée de l'air à Mopti. Oui, nous arrivons à notre dossier du jour consacré à l'enseignement du soir ou les cours d'alphabétisation, dispensés exclusivement la nuit dans certaines écoles. Ces cours sont dispensés soit à des personnes de tout âge qui n'ont jamais été sur les bancs d'école, soit à des personnes qui ont abandonné les études très prématurément. Heureusement, comme une seconde chance, beaucoup grâce à ces cours d'alphabétisation parviennent désormais à lire, à écrire pour leur propre épanouissement. Aliou Abdoulaye Touré nous présente ses apprenants de la nuit. Bourama Diallo est commerçant de profession. Il est âgé de 49 ans. En classe de 6e année, tous les soirs, après une longue journée d'activité, il se rend à l'école fondamentale de Banakabougou pour suivre des cours d'alphabétisation avec la ferme conviction qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. Mado école la nimisenama bonga barakala misugweni sene to directement ñire nana do bakono kena commerce damine bon ñire nana ye vraiment ni makala bara sebe njugo ka gelemolo kala njugo ka gelemolo donc fonga jago ya fonga do école la do fonga kuruta do de kama nana kuruta division vert ngaseka sebelike ngaseka sebeli do kanga baraw ke ñire la ka soro masri mola. Mariam Ballo est, elle, âgée de 18 ans. Elle exerce le métier de la savonnerie. Elle aussi a décidé de revenir sur le banc de l'école pour apprendre à lire et à écrire, surtout pour que cela lui serve dans son domaine d'activité. Je suis venue apprendre à lire et à écrire. Bien que je m'exprime en français, mais je ne sais ni lire ni écrire. C'est bon pour mon commerce de savoir faire moi-même mes chiffres sans l'aide de quelqu'un d'autre. N'ayant jamais été scolarisé et conscient du rôle et de l'importance de la lecture et de l'écriture pour l'exercice de son commerce, Mamadou Djouandé, 32 ans, en classe de la première année, s'est également inscrit à ses cours du soir. Comme je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école, donc c'est pourquoi en ce moment-là j'ai découvert qu'on fait des cours ici. Donc je suis venu pour améliorer mon niveau pour que je puisse apprendre à lire et à écrire. Et dans cette classe de la 6e année, la leçon du jour, c'est bien un cours de conjugaison. Quel est le verbe conjugué dans cette phrase? Le verbe conjugué est aura. Le verbe conjugué est aura. Ces cours du soir sont dispensés à des personnes qui n'ont jamais été scolarisées, ou du moins qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Ce cours du soir, il s'agit de ceux qui n'ont pas pu avoir la chance d'aller à l'école dans leur enfance. Bien que ça ne prend pas assez de temps, mais le minimum, ils arrivent à comprendre. Et ils sont intéressés eux-mêmes d'abord. Ça, c'est un plus. Ces cours du soir durent 2 heures d'horloge et vont de la première année à la 9e année, avec un programme riche en contenu. Avec les 2 heures-là, nous arrivons au moins à faire 2 ou 3 matières. La conjugaison, et ils tiennent surtout sur la conjugaison, l'orthographe, la grammaire. Et c'est ça qui fait qu'eux aussi, ils arrivent à s'exprimer. Au niveau des calculs mathématiques, ils désirent vraiment, parce qu'il y a d'autres
qui sont dans des activités qui les obligent à écrire des factures. Depuis une vingtaine d'années, Youssouf Diakité dirige et supervise ses cours du soir avec la même énergie et la même vivacité. L'objectif est surtout de donner ce qui représente les besoins essentiels de la couche cible, c'est-à-dire ils veulent apprendre à lire et à écrire, savoir compter, savoir tenir leur propre comptabilité, dresser leur propre récit et souvent leur propre chèque. Nous n'avons pas de cela parce que nous cours d'amener A, B, C, D, l'étado. Bon, depuis nous cours d'amener A, B, C, D, kala. Donc ça, vraiment, c'est bien. Mais papier qu'on y a là-bas, mais factrice sévère, mais chamangé kasoro ma c'est là. Aujourd'hui, je peux lire et écrire beaucoup de choses sans demander à quelqu'un. Tout ça là, c'est grâce au cours du soir aussi. Comme le dit un adage, il n'est jamais trop tard pour apprendre, pourvu qu'on soit animé d'une bonne volonté et d'une petite dose de persévérance. Plus de production et de réalisation de projets d'équipement, renforcement de la coopération, voilà quelques objectifs que s'est fixé le Centre national de la cinématographie du Mali, ambition affichée par ses administrateurs au cours de la 29e session de son conseil d'administration, nous précise Alpha Maïga. Le 7e art, le cinéma, l'image et le son façonnent une société. Autour de cette table, les administrateurs en charge de la question, réunis pour la 29e fois à la faveur de leur conseil d'administration. Ils se planchent sur les activités pour cette année 2022 et du coup examiner le budget pour la réalisation des dites activités. Les activités au titre de l'année 2022 se rapportent essentiellement à l'amélioration des conditions de vie et de travail au CNCM, à la production et à la coproduction cinématographique, à la formation des professionnels du cinéma et la réalisation des projets d'équipement dans le domaine du cinéma. Le projet de budget 2022 à la somme de 713 169 676 francs CFA contre une dotation budgétaire de 469 558 642 francs CFA en 2021, soit une progression de 51,88%. S'agissant des activités au cours de l'année écoulée, beaucoup a été fait malgré les contraintes du moment. Ce mandat du CNCM s'exprime à travers le soutien à la création d'œuvres de portée nationale qui présentent du sens pour un large public et l'éclosion des créateurs, d'artistes et des techniciens de cinéma. Pas un seul film d'envergure n'a vu le jour au Mali sans l'apport du CNCM. Les efforts que vous déployez et l'engagement dont vous faites preuve sont connus et reconnus à leur juste valeur. Le cinéma malien, vaste sentier de notre patrimoine culturel, reste ce moyen d'expression, d'éducation et bien entendu de conscientisation. 5e session ordinaire du conseil d'administration de l'Observatoire national de l'industrie. Comme perspective, la réalisation de 2 grands projets afin de booster la production de pain au Mali. Comba Cissé. L'Observatoire national de l'industrie, ONI, créé au Mali en 2018, a pour mission de mener des recherches sur le terrain afin de produire un rapport d'études annuel fiable pour le développement industriel. Pour concrétiser cet objectif, les membres du conseil d'administration se sont rencontrés pour leur 5e session ordinaire, occasion pour eux de dresser le bilan. En 2021, nous avons réalisé 2 importantes études. Il s'agit notamment de l'impact des investissements sur le développement du tissu industriel et aussi une étude sur les stratégies de mobilisation de ressources supplémentaires pérennes pour le compte de l'Observatoire national de l'industrie. Nous avons des difficultés d'ordre matériel, financier et surtout d'ordre humain. En ce qui concerne les perspectives, nous envisageons de réaliser également 2 grandes études en 2022. Il s'agit aussi d'une étude sur la filière pain qui serait assortie d'un plan d'action, en tout cas pour faire face à toute la problématique autour du pain au Mali,
Cette année, le budget prévisionnel de l'ONI se chiffre à environ 152 millions de francs CFA contre 105 millions pour 2021. Une somme qui permettra à la structure de réaliser ses futures activités. Je note avec satisfaction qu'à nos jours, l'ONI compte à son actif 5 productions et non des moindres. Il s'agit des rapports d'études sur l'industrie agroalimentaire, enjeux et perspectives, l'incidence des mesures législatives et réglementaires sur la promotion du secteur industriel, l'impact des investissements sur le développement du tissu industriel, la problématique de l'industrialisation des régions du Nord, opportunités et perspectives. Et enfin, les stratégies de mobilisation de ressources supplémentaires pérennes pour le compte de l'ONI. En 2021, le taux d'exécution des activités de l'ONI est de 86%, un résultat jugé satisfaisant pour le chef du département de l'industrie. L'hôpital régional Agadoumbo Moulay Traoré de Gao a tenu la 19e session ordinaire de son conseil d'administration, la correspondance de Sambaré Aïdara. Les travaux de la 19e session ordinaire du conseil d'administration de l'hôpital régional Agadoumbo Moulay Traoré de Gao, malgré les difficultés liées au contexte du moment, le bilan de l'exercice de l'année écoulée est jugé largement satisfaisant, notamment en matière d'acquisition d'équipements. Durant l'année écoulée, nous avons connu vraiment un certain nombre de ressources humaines qualifiées et beaucoup d'équipements et surtout des équipements de pointe, dont le scanner, dans l'endoscopie multiparamétrique. Nos spécialistes ont été augmentés avec la coopération des spécialistes médicaux pharma. En perspective, le directeur général compte sur la conjugaison des efforts aussi bien de l'État que des partenaires techniques et financiers pour l'atteinte des objectifs fixés pour l'an 2022. Notre partenaire d'appui, le CICR, ne ménage aucun effort pour la concrétisation de nos actions. Dans 3 mois, nous aurons des infrastructures pour élargir encore le plateau technique. Si ces infrastructures arrivent à être opérationnelles, vous voyez qu'il y a une aisance pour les spécialistes à faire plus d'œuvres utiles. Au terme de cette 19e session ordinaire, le président du conseil d'administration a lancé un cri de cœur. Nous demandons vraiment aux autorités de prêter une attention particulière à l'hôpital de Gao. L'hôpital supporte des malades de la région de Menaka, de Kidal, et les structures qui sont là ne sont pas prêtes à accueillir tous ces malades-là. Notons que le budget prévisionnel de l'hôpital régional Agadoumbo Moulay Traoré de Gao pour l'exercice 2022 est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 1 868 854 378 francs CFA. Ce qui nous amène à faire le point Covid de ce 27 mars 2022. 2 cas positifs, 2 guéris, 0 décès. 44 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Voyons à présent cette conférence de presse donnée par l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Mali. Batraouri nous en parle. Beaucoup de personnes n'ont pas accès aux institutions financières classiques. Leurs besoins financiers sont pris en compte par l'APSFD, Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Mali. Selon les membres de cette association, le Mali comptait en 2020 86 structures agréées de microfinances qui ont joué un rôle déterminant dans l'économie en général. Nous avons octroyé en 2020 137 milliards dans l'économie malienne, donné aux populations pour mener des activités génératrices de revenus. Et nous avons fait de la collecte d'épargne aussi. Les gens nous ont fait confiance et sont venus déposer de l'argent chez nous à hauteur de 114 milliards pour démontrer l'importance de ce secteur dans le financement de l'économie malienne et surtout dans le financement des populations les plus pauvres. Malgré cette performance, l'APSFD Mali fait face à certains défis. Le premier défi, c'est la professionnalisation du secteur. Le deuxième défi, c'est pouvoir obtenir des ressources suffisantes de qualité pour pouvoir les offrir aux communautés. Le troisième défi, c'est respecter l'ensemble des normes du secteur. Et le dernier défi, c'est que le secteur de la microfinance doit davantage s'insérer
et améliorer son image de marque au sein de la population. L'extension de son réseau à l'ensemble du territoire national pour servir plus de 3 millions de membres, la contribution de 371 milliards de francs CFA à l'économie malienne et la digitalisation des opérations sont les priorités de l'APFSD Mali pour les 5 prochaines années. Koji, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir Nialou, bonsoir à tous. Alors, on va parler directement de football. Les Aigles du Mali sont bien arrivés à Tunis pour les barrages et les tours du Mondial Qatar 2022. Oui, les Aigles du Mali et la délégation officielle sont bien arrivés cet après-midi par vol spécial après une défaite 1-0 ici à Bamako face à ces Tunisiens. Eh bien, l'heure est à la concentration pour dégager la voie de la qualification au Mondial Qatar 2022. Envoyé spéciaux, Siragatou Sissé, Aliou Touré. C'est à bord d'un vol spécial affrété par le gouvernement que les Aigles du Mali, l'encadrement technique et la délégation officielle atterrissent ce dimanche à l'aéroport international Carthage de Tunis. La température indique 19 degrés. À l'accueil, la colonie malienne composée d'étudiants scande les noms des joueurs. Le temps de ces encouragements, direction l'hôtel Laïko 5 étoiles est réservé aux joueurs. À leur descente du bus, l'ambassadrice du Mali, le ministre en charge des sports et le président de la FEMAFOOT étaient là pour souhaiter la bienvenue aux hôtes. Toutes les conditions sont réunies pour permettre aux Aigles de préparer sereinement ce match retour décisif face à la Tunisie dans l'optique de la qualification à la Coupe du Monde Qatar 2022. La reconnaissance du stade olympique de Radès est prévue ce lundi. Toute l'ambiance à Tunis, Yana Aliou. Maintenant, je peux répondre à votre question, à savoir si on allait voir le match en direct. Sur le RTM, oui, bien sûr. Bonne nouvelle. On verra le match en direct et en intégralité, puisque malgré le contexte particulièrement difficile, eh bien, le gouvernement a décidé de payer les droits de diffusion de cette rencontre Tunisie-Mali. Donc rendez-vous mardi à partir de 19h30, temps universel, à voir en direct et en intégralité sur les antennes télé de l'ORTM. Mais merci beaucoup au gouvernement et je pense qu'il faut garder le cap de ce qu'on a vu tout à l'heure avec les supporters. Donc, soutenons nos aigles, à nous la victoire. Nous allons continuer au Koji Sibi. Les 8e de finale de la Coupe du Mali se sont poursuivis cet après-midi. Oui, le finaliste de l'année dernière, à savoir Binga FC, vous allez voir les images. Binga FC donc s'est qualifié pour les quarts de finale. Aux dépens de l'US Kita. 90 minutes, voire 120 minutes n'ont pas suffi, en tout cas pour départager les deux équipes. C'est finalement à la séance des tirs au but que Binga FC s'est qualifié donc pour les quarts de finale de cette Coupe du Mali. Attention, puisque Binga FC avait fait un parcours remarquable la saison dernière avec ce quoi, un autre parcours alors fort appréciable en Coupe africaine. Alors, toujours par rapport à ces 8e de finale de la Coupe du Mali, le stade malien de Bamako, détenteur du trophée, et là vous voyez sur les images les Blancs, donc n'ont pas eu de peine à s'imposer face au modeste ATS de Koro, score 3-0. Alors, ils n'ont pas laissé de chance. Pas du tout. Les Blancs de Bamako, en tout cas, qui aussi poursuivent tout doucement leur chemin vers, en tout cas, la consécration dans cette Coupe du Mali. Voilà, on va voir l'autre rencontre parce que c'est la seule affiche entre équipes de deuxième division, entre équipes de première division à ce niveau. Oui. Eh bien, la victoire de l'AS Real de Bamako, 3-0 également face à Afé et les Scorpions qui continuent également leur progression dans cette Coupe du Mali. Alors, le Diolou Athletic Club s'est imposé 1-0 devant le Sony de Gao. Victoire en déplacement de la Renaissance de Kenyeba, également par le même score 1-0 aux dépens de Koira Al-Awa de Gao. Les rencontres FC Diara, CS Dougolonflan et AS Douane, Espérance de Médine de Ségou sont reportées à demain et à mardi.
Début de semaine à Kodji-Sibi, c'est tout? C'est tout. Merci beaucoup. Mais je vais vous poser une question avant que vous ne partez. Si je vous dis Souleymane Keita, ça vous dit quelque chose? Le nom Souleymane Keita dans le domaine de l'humour, dans le domaine du cinéma, ça vous dit pas quelque chose? Oui, bien sûr, ça me dit quelque chose. Ça vous dit quoi? La culture, bien sûr. Oui. Ça vous fait penser à qui? À un homme de culture, bien évidemment. Oui, mais que vous n'arrivez pas à dire le nom. Donc, moi, je vais lui dire Souleymane Keita dit Kanté. Nous allons aller à la rencontre. L'artiste, comédien, humoriste, notre Kanté national vient de lancer une initiative qui s'intitule Zone ouverte. Zone ouverte vise à rassembler tous les comédiens, humoristes et acteurs de cinéma autour de la révalorisation du métier et la formation de la jeune génération. Ce nouveau concept, Zone ouverte de Kanté, a été lancé au CICB et c'était en présence d'Ibrahim Kaoukonaté et Abdul Salam Baba. Regardons. Pendant 4 jours, les comédiens, humoristes et acteurs du cinéma se retrouvent pour échanger et partager les expériences sur les contours du métier. Il s'agit au cours de cette rencontre dénommée la zone ouverte de Kanté, l'artiste comédien entend renforcer la capacité de la jeune génération. C'est nécessaire parce que là où nous sommes, le pays est en difficulté. Et à travers l'art, moi je pense qu'on peut faire beaucoup de choses pour notre pays. Donc à travers les sketchs qu'on fait, c'est pour permettre au peuple malien de savoir ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit à l'intérieur, que ce soit à l'extérieur. Valoriser et assainir le secteur pour permettre aux jeunes qui souhaiteraient exercer ce métier de connaître davantage quelques notions élémentaires à travers les ateliers de formation qui seront animés par les producteurs et les distributeurs. Que la population puisse avoir un autre regard sur les comédiens qui n'est pas celui de bouffons, des gens qui sont juste là pour amuser la galerie. Voilà. La comédie, l'humour, les messages sont véhiculés à travers ça. Surtout que le Mali traverse aujourd'hui une période très cruciale de son existence. Et je pense que du début de la crise à aujourd'hui, que ce soit les humoristes, les comédiens, ils ont largement joué leur partition. Des foires d'exposition-vente, projections de films, concours entre les jeunes comédiens et humoristes sont des activités programmées pour cette première édition de la zone ouverte de Kanté. Voilà, zone ouverte de Kanté. Suivons à présent la première édition du festival Horonji, lancé à Caille pour une durée de 3 jours. Ce festival vise à promouvoir la culture malienne. Benogo Fofana. Initiée par la Fédération Soninké Internationale, cette première édition du festival Horonji, ou Festival sur le fleuve Sénégal, met en valeur toutes les cultures maliennes. Pourquoi ce festival? Nous sommes arrivés de ce constat que la culture, on a dit, c'est la seule richesse qui s'augmente par le partage. Du coup, en venant à ce festival, comme l'a dit dans son discours le parrain Alou Bouakar Diallo, il y a 20 ethnies soninké. D'où le slogan de notre association, la diversité ethnique, solidarité culturelle. La cérémonie de lancement de ce festival Horonji a permis la prestation de plusieurs groupes folkloriques que sont les Dogons, Peul, entre autres. Pour cette première édition, plusieurs activités sont au programme. Une conférence demain sur le problème du fleuve Sénégal. L'autre activité aussi, c'est ce que je disais tantôt, on va faire une réunion avec l'association des enseignants de lycée Dougou-Kolo Konaré sur la construction de l'université technologique de Caille, UTK. Ces dernières années, nous avons tous été ébranlés dans notre conviction que le vivre ensemble était un acquis. Donc il faut trouver des moyens de pérenniser ce vivre ensemble. C'est pour ça que j'ai invité une vingtaine d'ethnies et de corporations que je viens de citer en Bambara. Je veux qu'on fasse ensemble un pacte sans précédent de cohabitation pacifique. Pour cette première édition Festival Horonji qui se tiendra du 24 au 27 mars 2022, plusieurs festivaliers sont attendus. La chronique culture et société s'intéresse à la littérature, comment associer la littérature et le territoire. La rentrée littéraire du mois de mai prochain se penchera sur la problématique. En attendant, ce soir, l'écrivain Ibrahim Aya décortique pour nous le thème de la 4e édition qui a justement trait à cette interrogation. Alpha Maïga, Idrissa Traoré. La littérature malienne est avant tout un patrimoine culturel considérable et prestigieux.
La rentrée littéraire en est une parfaite illustration. Le thème choisi cette année est « Territoire et imaginaire ». Là, l'Afrique se raconte à elle-même ainsi qu'au monde. Nous vivons des temps violents, des temps d'incertitude et des temps d'endurance. Nous vivons sur des territoires. Nous sommes nous-mêmes des territoires. Comment entretenir un équilibre avec les autres qui y vivent? L'imaginaire, c'est un champ d'idées. C'est un espace que la rencontre, le débat et la fiction nourrissent. Ils inventent des lendemains. Depuis un demi-siècle, les études littéraires sont marquées entre autres par la prise en compte des territoires nationaux. Entendez là l'espace d'appropriation et de création littéraire. Ça fait partie de l'expression humaine. La société, il faut pouvoir l'exprimer tous les jours. C'est pour cela qu'on crée, on invente tous les jours. Et la littérature en fait partie. Cela a conduit au développement du concept de littérature nationale. De ce fait, littérature et territoire font-ils bon ménage? Disons plutôt que la littérature fait partie des moyens d'expression du territoire, comme d'autres formes artistiques. Et la rentrée littéraire du Mali, c'est à la fois les échos du monde, mais c'est aussi un débat ancré sur les questions de société de notre pays. La littérature fait partie du territoire. L'approche n'est pas nouvelle. Le concept connaît seulement des fortunes diverses. Cependant, son intérêt réside aussi dans la mise en rapport direct entre la production littéraire qui participe d'une manière ou d'une autre à la réalisation d'une identité. Cet espace que nous avons créé, qui est la rentrée littéraire du Mali, c'est à la fois un espace de partage de l'imaginaire, mais aussi un espace de débat sur les enjeux de société. Alors, comment un espace territorial national peut-il contribuer au développement de la littérature? La littérature, c'est la condition humaine. C'est un espace de rêve, de co-construction. Il ne s'agit pas pour la littérature de créer du territoire, puisque ça fait partie. Il s'agit de donner à chacun la possibilité de l'imaginer et de l'inventer. Le champ littéraire se rattache à un territoire littéralement défini et délimité. C'est dire que le champ littéraire s'inscrit tout simplement dans les limites de chaque territoire. Ce soir, votre émission de débat questions d'actualité s'intéresse à la prise en charge des retraités au Mali. Les échanges vont porter sur le régime des pensions des fonctionnaires et contractuels retraités avec l'interrogation comment bénéficier des prestations de vieillesse au Mali. À suivre à 21h30, un débat animé par Sera Bachili. Et comme information principale de ce journal, retenez que le Fonds Qatari pour le développement décide de faire don de plus de 14 milliards de francs CFA au Mali pour soutenir le secteur de l'éducation. Vous allez commencer la semaine avec Awama Kamara au 13h et Amara Mali Diallo au 20h. Merci à tous nos fidèles téléspectateurs, particulièrement ceux de la Tunisie. Bonsoir à tous.